Bonsoir à tous. Donc ce soir, avec l'ANC, Anne Berton, la présidente, est là et on la remercie d'avoir organisé tout cela. Vous avez à côté de moi Camille Lafont, je montre pour que vous puissiez Bonjour. bien voir, et Inès Safi. Mon associée Sophie Denoré s'excuse, elle ne peut pas être là ce soir, mais elle est là par la pensée, elle est retenue ailleurs. On voulait, avec toute l'équipe du cabinet, puisque vous avez compris, on est quatre à s'occuper des dossiers, vous faire un petit point et vous expliquer un peu où nous en sommes. Globalement, on est arrivé, et on est maintenant à 15 ans de la vaccination, on est arrivé à environ 200 dossiers qui ont été saisis dans le processus d'indemnisation. Une bonne moitié a été indemnisée, une bonne moitié est en cours, et il nous reste 130 dossiers en cours de constitution. Le premier point que je voulais évoquer avec vous, et là j'enfonce peut-être quelques portes ouvertes, mais comme cette intervention est enregistrée et sera diffusée par la suite, c'est important que je le dise, le dispositif est toujours ouvert. Ça veut dire qu'on peut toujours déposer des nouveaux dossiers. Pour l'instant, alors il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, mais pour l'instant, il faut en profiter. Et s'il y avait des nouveaux dossiers, c'est possible de les déposer. Des nouveaux dossiers, c'est-à-dire des gens qui nous contactent, nous les avocats, ou qui peuvent contacter l'ANC ou les médecins habituellement consultés sur ce genre de problématique. Donc ça peut être des nouveaux dossiers, mais ça peut être aussi des dossiers en aggravation. Il y a un certain nombre de gens qui ont pu être indemnisés d'ores et déjà et qui peuvent avoir une aggravation de leur état de santé ou une aggravation situationnelle, disent les juristes. Par exemple, et c'est un événement heureux, la naissance d'un enfant. Et il y a un certain nombre d'hypothèses comme cela où on peut déposer à nouveau des dossiers, qu'ils soient nouveaux ou des dossiers en aggravation. Un autre exemple que je vous cite, si on travaille ou qu'on s'insère dans la vie professionnelle, on peut avoir besoin d'une aide supplémentaire, d'une aide complémentaire. Ça, c'est un point important. Il faut en profiter de l'ouverture enfin, que le dispositif soit encore ouvert. Je vous disais au début de mon propos, c'est pas trop tard, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, mais il faut en profiter. Surtout, plus le temps passe et plus c'est difficile de récupérer des dossiers médicaux de plus en plus anciens. D'accord? C'est plus difficile aujourd'hui de constituer un dossier qu'on ne le faisait en 2014 ou en 2015. C'est pas impossible, mais ça peut compliquer les choses. Donc ne tardez pas si vous avez envie de déposer un dossier dans ces narcolepsies, cataplexie. Ça, c'est pour mon introduction. Camille, tu voulais faire un point sur les dernières avancées de jurisprudence Oui. sur l'année 25-26. Oui, on vous l'avait déjà dit, mais on n'est pas revenu à obtenir que les personnes qui avaient été vaccinées par le Panenza soient également considérées comme des victimes et qu'il y ait bien un lien de causalité qui soit fait entre la narcolepsie et le Panenza. Donc ça, ça permet de présenter plus sereinement les dossiers qui sont nouveaux, mais aussi de poursuivre le combat pour les personnes pour lesquelles on est en cours de procédure. Parallèlement à ça, il y a une question qui se posait également sur la question du délai d'apparition des symptômes à partir de la vaccination. Ce délai d'apparition des symptômes, on s'est battu pour qu'il soit reconnu jusqu'à 2 ans après la vaccination. Et ça permet donc aussi de surfer sur cette vague et de permettre de reprendre les dossiers en démontrant bien et en apportant un certain nombre de preuves de l'apparition de ces symptômes, soit dans le dossier médical, soit dans le dossier scolaire ou par d'autres éléments qu'on recherche encore. Parallèlement à ça, il y a une grosse avancée qui a eu lieu contre l'ONIAM en règle générale et notamment sur ces règles d'indemnisation parce que le référentiel a été augmenté et notamment tout ce qui concerne la tierce personne, le taux horaire, etc., ce qui permet d'avoir des indemnisations plus importantes. Et ça, c'est entré en vigueur au mois de juin dernier, donc ça se met en place tout doucement. Mais tout ça, c'est en faveur de toutes les victimes qu'on représente aujourd'hui. Alors sur ce référentiel, on peut ajouter, donc vous avez compris, le référentiel, c'est
les tables qui permettent de fixer le prix des choses après que les experts aient quantifié d'un point de vue médical. Ce référentiel de l'ONIAM, il est classiquement plus faible que la position des juges. Ça a été contesté, pas dans le cadre du H1N1, mais ça a eu des conséquences dans le cadre du H1N1, puisque ce référentiel a été modifié à la hausse, comme vous le disait Camille Lafont. Il est même encore contesté, puisque par l'intermédiaire de notre cabinet, dans d'autres contentieux qui concernent la dépakine et des progestatifs, Androcur, Luthéran, Luténil, il y a deux associations qui ont décidé de contester encore ce référentiel. On vous tiendra informé bien sûr, mais pour vous dire que on continue à pousser le plus possible pour améliorer la situation des victimes. Ce référentiel de l'ONIAM, il est utilisé pour les victimes du H1N1, ça vous concerne directement, mais aussi pour les victimes de la dépakine, les victimes d'Androcur, les victimes du Mediator, que sais-je. Donc il y a un mouvement en ce moment qui est assez favorable dans l'intérêt des victimes, mais ça nécessite de faire des contentieux, de saisir les tribunaux, et ça prend du temps. Et d'ailleurs, sur le temps, un mot pour vous dire, si certains là sont concernés, à l'ONIAM, les délais de traitement des dossiers sont longs, plutôt de plus en plus longs, et on a beau les relancer, faire tout ce qu'on peut, organiser des rendez-vous avec l'ONIAM pour essayer de débloquer des dossiers, les choses restent extrêmement longues, notamment pour émettre, pour que les offres d'indemnisation soient émises et soient euh, rédigées, quoi, rédigées et imprimées. Donc ça, c'était les dernières avancées. Inès, sur les victimes indirectes, est-ce qu'il y a des éléments sur Oui, lesquels tu on a veux... une avancée également cette année donc, par rapport à l'indemnisation des victimes indirectes, puisque l'ONIAM refusait jusqu'ici d'indemniser les victimes indirectes, donc les proches de la personne qui a été vaccinée, lorsque ces proches sont entrés dans la vie de la victime après la vaccination. Donc ça peut être le cas par exemple d'un enfant qui est né après la vaccination, ou alors d'un conjoint entré dans la vie de la victime directe après la vaccination. Donc l'ONIAM refusait jusqu'ici d'indemniser ces personnes-là en considérant que ses proches avaient toujours connu la personne dans cet état-là. Et donc cette année, on a reçu un avis du Conseil d'État, donc en novembre 2025, concernant justement cette indemnisation pour les proches entrés dans la vie de la victime directe après la vaccination. Et le Conseil d'État confirme bien qu'on peut demander une indemnisation pour ces personnes-là tant qu'on arrive à démontrer qu'il y a bien un lien affectif entre la personne, la victime indirecte, et la victime directe. Donc ça, c'est vraiment une avancée importante pour les proches. Le Conseil d'État précise cependant qu'il faut que les proches soient entrés dans la vie de la victime directe avant la consolidation de l'état de santé, donc que l'état de santé n'évolue plus, ou alors avant son aggravation. Alors, cette question des victimes indirectes nées après la vaccination, par exemple, elle illustre vraiment la capacité de l'ONIAM à être très désagréable à l'égard des victimes. Parce qu'en réalité, ça consistait à dire, écoutez, vous avez toujours connu votre mari atteint d'une narcolepsie cataplexie, donc il n'y a pas de raison que vous soyez indemnisé. C'est un peu comme si vous disiez à une victime d'un accident de la route à qui on a amputé une jambe, qu'on disait à son enfant qui est né après et qui peut pas jouer avec son père, vivre avec son père, avec son parent normalement, et qu'on lui disait, bah mon petit vieux, t'as toujours connu ton papa unijambiste, tant pis pour toi. C'est vraiment très très désagréable et le Conseil d'État a donné un avis. Alors ce n'est qu'un avis, mais il est généralement suivi par les juridictions pour indemniser les victimes indirectes dans cette hypothèse. Cette indemnisation des victimes indirectes, je vous le rappelle, on revient de très loin puisque l'ONIAM refusait même d'indemniser les victimes indirectes tout court. Et il a fallu qu'on aille au Conseil d'État dans deux dossiers, plusieurs fois, deux fois, pour que le Conseil d'État condamne l'ONIAM et tape du poing sur la table pour rappeler que toutes les victimes doivent être indemnisées. La victime directe, c'est celle qui est vaccinée, et la victime indirecte, les enfants, les conjoints et les parents. La question du montant
est toujours délicate parce que c'est pas indemnisé très, très chèrement et parfois c'est même assez faible, mais au moins d'un point de vue symbolique, les victimes indirectes sont indemnisées et toutes les victimes indirectes sont indemnisées. Euh, Peut-être je vais profiter qu'on soit entre deux parties pour répondre à deux questions qui sont posées. D'abord sur les délais. Non, je ne peux pas être tellement plus précis sur les délais de l'indemnisation sur les premiers avis. C'est long. Plus les dossiers sont compliqués et plus c'est long. Et l'ONIAM fait beaucoup de difficultés. Nous, notre travail, c'est de les surveiller, de faire attention, de s'occuper que l'ONIAM n'enterre pas les dossiers et on y veille. Mais les délais restent longs et malheureusement, j'ai pas de délai plus précis. Gaël, vous posez une question, je la lis pour que tout le monde l'ait bien en tête. Ce qui est dommage, c'est qu'une fois débouté par l'ONIAM, même s'il y a une jurisprudence ensuite, par exemple Panenza ou alors la date d'apparition des symptômes, on ne peut plus refaire de demande. Alors c'est un sujet sur lequel on est en réflexion, puisqu'il y a effectivement un certain nombre de dossiers qui avaient été rejetés. Et sur ce sujet, ne nous laissons pas abattre. Reprenez contact avec nous et on va y réfléchir pour envisager une solution. Oui, je précise aussi que pour les personnes qui sont en cours de procédure devant le juge actuellement, les questions seront soumises au juge dans le cadre de ces procédures individuelles, mais que l'ONIAM considérera que tant qu'on est devant le juge, on reste devant le juge. Donc on va y réfléchir, c'est une question, et pour nous c'est très perturbant l'idée qu'une victime n'ait pas obtenu gain de cause et que par la suite la règle change. Cédric, vous posez la question, comment est-ce qu'on fait pour faire valoir les droits des victimes indirectes? Bah, il faut prendre contact avec nous, on redépose un dossier au nom des victimes indirectes, donc on refait les formulaires, et surtout c'est très important, il faut que la demande soit étayée, ça c'est notre métier, étayer la demande pour qu'elle puisse être considérée recevable et qu'ensuite il y ait une indemnisation. C'est la même chose qu'une aggravation. Si l'un d'entre vous a un enfant, je l'ai mentionné, un parcours professionnel qui nécessite qu'on se repenche sur le dossier, reprenez contact avec nous et en règle générale, on est content d'avoir de vos nouvelles une fois par an pour savoir un peu où est-ce que vous en êtes. Anaïs, vous dites, j'adore les questions de mes clients H1N1 parce qu'elles sont toujours très perspicaces. Anaïs, merci. Vous dites que vous dites, pardon, je vais lire. Quand vous dites que le référentiel a été revu à la hausse, qu'en est-il des personnes déjà indemnisées avec l'ancien référentiel? Alors, c'est très intéressant et c'est très compliqué. Le principe, c'est que quand on signe une transaction, on abandonne des droits. Sauf que entre-temps, le référentiel a été annulé et nous sommes en train de réfléchir, et on va le faire, de demander des indemnisations complémentaires devant le juge administratif pour dire, vous nous avez indemnisé sur la base d'un référentiel qui n'était pas correct, puisque le Conseil d'État l'a annulé, je veux être indemnisé du complément. Alors il faut dossier par dossier quantifier le complément, de quoi on parle. Est-ce que c'est un tout petit peu d'argent ou est-ce que c'est beaucoup? Pourquoi? Parce que ça va être une procédure assez complexe. Il faut retourner devant le juge pour venir dire qu'il y a eu une erreur lors de la signature du protocole qui nécessite d'être payé plus. Pas simple, mais tout à fait possible. On reviendra vers vous et on va, dans certains dossiers, le faire. Pour être très honnête, on a commencé à y réfléchir et c'est Camille qui porte ce sujet. Voilà, j'ai répondu à vos questions. Euh, donc Inès, vous parlez des victimes indirectes, c'est un point intéressant. Comme pour répondre à Cédric, s'il y a besoin, prenez contact avec nous pour qu'on redépose des dossiers. Je reviens sur un sujet qu'on a déjà abordé, et lorsqu'il y a des ressaisies comme ça, c'est la difficulté des expertises. Les expertises et la procédure ONIAM restent délicates, vous avez compris, et d'ailleurs, c'est l'expression même de tout ce contentieux et de ce combat qu'on mène contre l'ONIAM. Les expertises sont difficiles et la procédure me semble presque
impossible quand on n'est pas assisté d'un avocat et d'un médecin. Vous pouvez aller nous voir nous ou aller en voir d'autres, mais surtout ne restez pas seul, parce que dans le cadre de ces expertises, vous allez oublier de mentionner un certain nombre d'éléments. Les rapports d'expertise ne vont pas parler des victimes indirectes, ne vont pas parler de l'aide à la parentalité, ne vont pas parler des délais aussi bien qu'il le faudrait. Et si l'ONIAM rend un avis négatif, c'est votre point, Anaïs, si l'ONIAM rend un avis négatif et rejette le dossier, eh bien, il faut aller au contentieux et il faut se lancer dans une machine autrement plus complexe. Donc, attention aux expertises, attention aux procédures, ça reste difficile et on est en face d'une institution qui est intéressante. L'ONIAM, c'est une voie de recours intéressante, mais c'est une institution qui n'est pas toujours très favorable aux victimes, ni dans ses règles, ni dans ses procédures, ni dans ses expertises, ni dans les montants qu'elle propose. Donc attention sur ce sujet. Voilà, on était arrivé au bout de notre présentation qu'on voulait délibérément courte pour ouvrir une période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui pourraient apparaître pour ceux qui sont présents ce soir? Alors j'en vois qui apparaissent, mais vous pouvez aussi lever la main pour les dire à l'oral. Donc, Eric, vous écrivez avec l'instruction des différentes procédures en cours, les critères d'éligibilité sont-ils plus précis? Alors, je pense que vous faites référence ici aux critères de recevabilité. Oui, oui, c'est exact. Alors, je prends le micro, ce sera effectivement plus simple. Ma question est que nous, en fait, on a une de nos enfants qui, aujourd'hui, est atteinte de la maladie H1N1, Non, narcolepsie. narcolepsie, pardon, qu'on constitue le dossier, en fait, depuis pas mal de temps et qu'on a un peu de mal en fait à voir je dirais le bout de toute la documentation qui est à fournir. On considère qu'elle a aujourd'hui été assez loin, mais a priori, ça semblerait encore insuffisant pour l'étayer. Donc, c'était simplement pour savoir s'il y avait en fait une liste aujourd'hui qui a été établie qui permettait de déposer un dossier en bonne et due forme. Voilà, tout Alors, simplement. d'abord, juste pour être sûr, parce que votre nom de famille n'apparaît pas, vous avez pris contact avec nous ou pas du tout? Oui, 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 on a pris contact avec vous. D'accord. On Il s'agit retrouvera de le Victoire Bertrand et qui est suivie par Maître qui est absente là. Sophie Denoré. Très bien. Voilà, Pardon, on n'avait pas le nom de famille. Alors, voilà. je fais une réponse, Madame, Monsieur, délibérément large, Global, pour que oui, ça puisse concerner tout le monde. Aujourd'hui, oui, on a une vision assez précise de ce que l'ONIAM attend comme pièce. Et quand je dis l'ONIAM, c'est les experts de l'ONIAM derrière, mais aussi comment se positionne la jurisprudence sur les dossiers et les critères pour indemniser les familles. Si vous êtes dans l'embarras et que vous ne savez pas si votre dossier est suffisant ou pas suffisant, on refera une conversation en tête à tête et je vais demander à Sophie, mon associée, de vous rappeler très rapidement pour faire un point sur tout cela. Mais le principe, c'est que oui, on sait à peu près où on va. On essaye de donner des listes de pièces le plus large possible pour que tout le monde puisse s'y retrouver, mais c'est pas parce qu'il manque une pièce, deux pièces, un dossier qu'on ne peut pas y arriver. Il y a des pièces qui sont fondamentales, par exemple le certificat de vaccination. Sans certificat de vaccination, c'est plus compliqué, on y arrive, on peut le retrouver, mais en règle générale, on y arrive et on se débrouille. Et ensuite, bah, on regarde et on vous aide à constituer le dossier pour pouvoir retracer le délai d'apparition, le moment où les symptômes sont devenus de plus en plus graves et éventuellement vous aider à contacter tel ou tel médecin pour obtenir des pièces. Donc la réponse générale, c'est oui, on sait où on va. La réponse particulière pour le dossier de votre fille, rappelons-nous, on est là pour pouvoir vous aider à constituer les dossiers et à un moment ou un autre dire, on a fait tout ce qu'on pouvait comme recherche et on a été le plus loin possible, on dépose le dossier et on voit ensuite comment ça se passe. Camille, tu voulais... Oui, du coup, une précision sur la constitution du dossier et sur ce qui est
réellement important lorsqu'on décide de vous accompagner et de déposer votre dossier, c'est qu'on estime qu'il y a suffisamment d'éléments qui attestent de l'apparition des symptômes dans le délai de 2 ans. Et généralement, c'est là où ça bloque parce que effectivement, ça commence à remonter un petit peu et en plus de ça, on sait tous que la narcolepsie est insidieuse, donc elle s'installe doucement, elle est pas forcément, elle apparaît pas forcément directement, il n'y a pas forcément de consultations qui se font, tout de suite. Mais du coup, c'est cette question, de prouver l'apparition des symptômes dans ce délai de 2 ans qui est la plus importante et pour laquelle on fait le plus attention. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est là où on a besoin d'éléments soit médicaux, mais qui peuvent être aussi dans le dossier scolaire ou qui peuvent aussi se présenter parce qu'on a des photos, par exemple, de notre enfant qui dort, dans n'importe quelle position ou alors qui a pris un peu de poids parce qu'on sait que la narcolepsie s'associe parfois à une prise de poids. C'est ce genre d'éléments, qu'on essaye de rechercher de façon individuelle en fonction des personnes et en fonction des dossiers parce que chacun a son histoire et chaque chose s'est présentée. Mais c'est surtout ça, la question principale avant de déposer un dossier, c'est: est-ce qu'on a suffisamment d'éléments qui étayent l'apparition des symptômes dans le délai de 2 ans? Ok, Après, c'est très clair. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, je pense effectivement le plus simple, c'est qu'on reprenne contact avec Maître Oui, Delahaye. oui, Ah, on l'a noté, on va va, transmettre on l'information va pas médicale. enfin, on va pas aller plus avant dans notre cas particulier, mais c'est très clair. Merci beaucoup. Je profite toujours d'une façon générale et je vous remercie, madame et monsieur, pour votre question. N'hésitez pas, ceux qui sont là et qui vont visionner cette intervention, à prendre contact avec nous. Vous nous mettez un petit mail, on prend rendez-vous pour avoir le temps tranquillement de se parler, pour évoquer toutes les situations. Il y a certaines victimes qui n'ont pas idée qu'elles sont en situation d'aggravation. Je vous cite un exemple, ça nous est arrivé d'appeler, comme on essaye de le faire une fois de temps en temps, une victime qui avait transigé avec l'ONIAM et qui a été indemnisée. Elle avait à l'époque 30 ans et on découvre qu'elle a eu non pas un, mais deux enfants et qu'elle a été obligée d'arrêter de travailler. Et je dis à cette dame, mais vous êtes en situation d'aggravation, c'est manifeste. Vous avez deux enfants, vous ne pouvez plus travailler, et ça va très mal. Vous avez été obligé d'arrêter vos traitements pendant les grossesses et elle n'avait pas du tout idée qu'elle était dans une situation d'aggravation. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on puisse évoquer les changements de situation professionnels, les changements de situation familiaux et éventuellement même, pourquoi pas, des situations d'aggravation médicale, intolérance au traitement, difficulté à équilibrer les choses. Tout ça, ça fait de l'aggravation. Bonsoir à vous. Et moi, j'aurais une petite question. Monsieur Cédric n'a pas dit, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Donc, pour un petit peu Bonsoir. me présenter auprès des autres, ça fait longtemps que je travaille avec vous et j'avais déjà été indemnisé, etc. Ma question est la suivante. Par exemple, j'habite chez mes parents. Donc, dans mon dossier, il est stipulé que mes parents agissent et ma famille agissent tous les jours. Pour moi, ils me soutiennent, tierce personne. Mais au moment d'un changement de cas de vie suite à l'achat d'une maison, de l'apparition d'une conjointe, etc. À quel moment est-il stratégique de commencer à faire un dossier avant, pendant ou après l'achat? Donc, où est-ce que je dois faire un suivi ou autre? C'est ma première question. Alors, je donne un premier éclairage et Camille, si tu veux repréciser derrière. D'abord, le principe, c'est qu'on ne peut indemniser un préjudice que s'il existe. Ça veut dire que la possibilité d'un préjudice ne peut pas être indemnisée. Pour revenir à votre cas concret, Cédric, si vous avez le projet de déménager et que vous anticipez que ça va créer un problème, eh bien là, il n'est pas encore réel, ce préjudice. Donc il faut d'abord avoir déménagé pour pouvoir montrer que le préjudice existe. Premier point. Deuxième point, il faudra qu'on regarde précisément dans votre dossier, dans votre indemnisation, parce qu'au moment de l'indemnisation initiale et au moment de l'indemnisation tout court, on indemnise un besoin, le besoin d'aide humaine. On n'indemnise pas quelque chose qui est effectivement réalisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu à donner des factures de la femme de ménage, des factures de l'infirmière, des factures des gens qui viennent vous aider. On a justifié auprès de l'ONIAM que, et les experts l'avaient constaté, il y a un besoin d'être aidé. Et heureusement parce que si on n'a pas l'argent pour pouvoir embaucher, par exemple, une femme de ménage,
bah, ce serait vraiment très désagréable de ne pas pouvoir vous indemniser quand même. Donc, on indemnise un besoin et il faudra qu'on voit si, lors de votre nouveau projet de vie, le besoin a changé. Je fais délibérément une réponse assez générale pour qu'elle puisse intéresser tout le monde. Je reprends mon exemple. Si vous, demain matin, vous avez des enfants, alors il faut qu'ils soient effectivement nés. C'est pas simplement le désir d'enfant. Il faut qu'ils soient nés. Si votre vie est profondément modifiée, parce que du fait de votre maladie, vous ne pouvez pas assumer le rôle de père habituel, du père habituel, et que vous avez besoin d'être aidé, dans ce cas-là, vous pouvez demander une indemnisation complémentaire au titre d'une aide à la parentalité. Mais il faut que l'enfant soit né. C'était ça? Merci beaucoup. Merci Camille est beaucoup. d'accord avec moi. Merci beaucoup. Donc là aussi, réponse générale, c'est exactement le genre d'hypothèse, Cédric, où prenez contact avec nous pour qu'on envisage ensemble d'abord cette discussion-là, et ensuite qu'on puisse envisager quand vous aurez déménagé et quand, là je fais de la fiction, vous aurez une compagne, vous aurez des enfants, un nouveau projet, qu'on puisse dire à l'ONIAM, dis donc, il faut faire une nouvelle expertise parce que la victime a changé de vie et ceci, et ceci, et cela, avec les pièces qui vont bien, pour que les experts puissent venir dire, il y a un besoin supplémentaire aggravé du fait de la maladie et d'un changement de situation. L'enfant, le déménagement, que sais-je. Très bien, merci beaucoup. Et dernière précision par rapport à la même question, ce besoin peut être aussi manifesté et demandé pour des personnes tierces personnes ou pas? Absolument, absolument, c'est ce que Inès vous rappelait tout à l'heure. Les victimes indirectes, les proches, même s'ils apparaissent dans votre vie après la vaccination, peuvent faire ce type de demande. Sous réserve, il y a quelques conditions, mais notamment qu'on puisse démontrer le lien affectif. C'est clairement l'hypothèse, par exemple, d'une compagne qui rejoint votre vie. Ça aussi, on en reparlera dossier par dossier pour bien voir les choses. Alors, je vois une question qui nous a été posée. Guillaume, je la lis, hein. Guillaume, 22 ans, a fait le choix de monter sa propre société audiovisuelle avec un associé valide, entre guillemets, car il ne pouvait pas prétendre à un emploi salarié. Est-ce qu'on prend cela en compte dans son dossier? Alors, réponse générale sur tout ce qui est incidence professionnelle, éventuellement perte de revenus. Il y a des discussions qui sont souvent difficiles avec l'ONIAM. La réponse de principe, c'est on peut être indemnisé des pertes de gains et de l'incidence professionnelle tant qu'on arrive à démontrer le lien avec la maladie. Donc là, je ne peux pas vous faire de réponse beaucoup plus précise, Gaëlle. Oui, il faut qu'on s'appelle à ce sujet. Je pense que ce sera le mieux. Mais la réponse générale, c'est que oui, il peut y avoir une indemnisation sur l'incidence professionnelle. L'incidence professionnelle, c'est une organisation différente du travail sans perte de salaire, mais il peut y avoir aussi une organisation qui conduit à une perte de salaire, et ça aussi, ça peut être indemnisé. Eric, vous reposez une question, et après, Anaïs, je vous donne la parole tout de suite. Notre fille est désormais majeure. Pouvons-nous agir en son nom et pour son compte? Et si oui, comment? Ou faut-il qu'elle le fasse directement, impérativement? Cette maladie est douloureuse pour elle et il me semble qu'elle ne souhaite pas revivre un nouveau traumatisme. Euh, Alors d'abord, je comprends parfaitement. Et on est tous ici autour de cette table tout à fait conscients de combien c'est difficile pour les victimes d'agir. Mais la réponse, Eric, est simple. C'est que si elle est majeure et qu'elle n'est pas sous une mesure de protection, une tutelle, une curatelle, alors c'est à elle de signer et de déposer formellement la demande via nous, mais il faudra qu'elle signe le formulaire. Par contre, comme très souvent dans ces dossiers, la victime directe peut être aidée par ses proches. Et dans la plupart des dossiers, c'est d'ailleurs les parents, et on peut leur tirer notre révérence, c'est les parents qui s'occupent des dossiers.
Donc, je vous fais une réponse un peu de gascon, Eric. Oui, il faudra qu'elle signe le formulaire, mais vous pourrez, vous, être notre interlocuteur et vous pourrez être à l'origine des demandes et c'est avec vous qu'on pourra échanger. S'il y a une expertise, il faudra qu'elle se rende à l'expertise. L'expertise, elle est en présence physique de la victime et il faudra qu'elle réponde à ces questions. De mon expérience, et c'est pour ça qu'on est là, nous quatre, hein, Sophie est avec nous aujourd'hui, si on est là, c'est pour être présent lors de l'expertise, pour faire rempart, pour aider les victimes, et elle ne sera pas toute seule, vous pouvez la rassurer, et l'énergie qu'elle mettra dans cette procédure est en fait assez limitée. J'espère avoir répondu à votre question. Anaïs, est-ce que vous voulez prendre la parole? Votre mari, pardon. Il faut remettre votre micro. Ben voilà, c'est bon. Oui, bonsoir tout le monde. Donc voilà, je suis le mari d'Anaïs. Nous, on avait une question quand vous parliez surtout de l'aggravation des symptômes, parce que justement, on regardait avec mon épouse la date de consolidation pour Anaïs qui était en 2017. Et en fait, en 2017, Anaïs avait fait une première grossesse, on a eu notre fille en 2016. Donc, il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça a été pris en considération dans le protocole. Sauf que depuis, en 2019, on a eu un fils. Et entre-temps, il y a eu d'autres arrêts maladie par rapport à tout ça. Et surtout que depuis 1 an et demi, elle est rentrée sous un nouveau protocole de traitement avec le professeur de Villiers, l'étude Takeda, peut-être que vous avez sûrement dû en entendre Ouais. parler. Donc, Bien sûr. il y a eu des arrêts maladie qui ont été faits parce qu'il y a eu un arrêt brutal des traitements, arrêt maladie, plus voilà, donc des choses qui sont faites par la suite. De nouveau, incidence physique et corporelle parce qu'il y a une prise de poids suite à l'arrêt des médicaments. Donc maintenant, elle fait des injections de Mounjaro, le fameux traitement en sous-cutané par injection à la base pour l'obésité. Sauf que ça, ce sont des traitements qui sont pas pris en charge, donc qui sont de notre poche. Voilà, si vous voulez, c'est beaucoup de choses qui, depuis en fait la consolidation, qui ont aggravé sa situation, dans le sens où vous en parlez, aggravation de grossesse, d'arrêt maladie et du coup aussi de changements corporels dus à différents changements de traitement. Monsieur, merci pour votre Merci à question vous. et Anaïs aussi. Je vais vous faire une réponse encore une fois générale pour que tout le monde s'y retrouve. D'abord vous dire qu'il faut nous appeler pour qu'on puisse Alors, on est en évoquer. contact justement avec Maître Denoré parce qu'il nous avait envoyé le Parfait. mail en disant que par rapport à la famille proche, surtout pour nos enfants, qu'ils étaient pris en considération dans le cahier d'indemnisation. Donc ça, c'était déjà en cours depuis un peu plus de 2 ans. Donc ça fait que renforcer le dossier. Et d'autre part, justement, on attendait un compte-rendu du professeur de Villiers par rapport justement à cette étude Takeda parce qu'on n'a aucune pas entre guillemets trace écrite, mais voilà, on n'a aucun protocole écrit ou alors depuis le début de toute la situation et du déroulement. Donc là, elle retourne à Montpellier au mois de mars. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, on aura un compte rendu. Et à partir de ce compte rendu, on envoie tout à Maître Denoré. Et c'est déjà en cours. On a anticipé la chose. Ok. Génial. Je faisais une réponse générale, mais la réponse générale, c'est prenez contact avec nous pour qu'on en parle. Et ça, c'est fait, monsieur, je m'en réjouis. Pour les autres, prenez contact avec nous. Le principe de l'aggravation, c'est que la date de consolidation ancienne, donc là, par Mhm. exemple, vous disiez consolidation en 2017, eh bien, Oui, elle tombe. Elle tombe dans le sens que l'aggravation remet le dossier sur l'établi, à bien sûr. l'ouvrage. On va le réanalyser et éventuellement fixer une nouvelle date de consolidation. La consolidation, pour ceux qui ne sont pas encore familiers de cette notion, c'est le moment où on considère que l'état de santé est stabilisé. Ça va plus s'améliorer, mais ça va pas s'aggraver. Donc, nouvelle consolidation, et on peut envisager, dans ce type d'hypothèse, quand vous aurez toutes les pièces, bien sûr, Mhm. que on redépose un dossier en aggravation pour la victime directe, celle qui a Oui, été vaccinée, en disant la consolidation ancienne tombe et il faut en fixer une nouvelle. Vous, les experts, vous allez réévaluer le retentissement de la vaccination sur l'état de santé de la victime depuis l'indemnisation qui a été décidée, fixer une nouvelle date de consolidation, ou peut-être que c'est prématuré et qu'il faudra la fixer plus tard, et évaluer les dommages pour l'avenir, en prenant en compte tous les changements de situation.
les changements de traitement, les difficultés qu'il y a eu, s'il y a des traitements qui sont comment est-ce qu'on dit, des dépenses de santé qui restent à charge, elles devront être prises en charge par l'ONIAM. S'il y a eu des enfants, s'il y a eu tout ça, en fait, l'aggravation, ça consiste à dire, je fais tomber la consolidation qui n'est plus valable parce qu'il y a une modification substantielle de l'état de santé, et on recommence. Alors on n'annule pas le passé, bien sûr, mais on traite la consolidation comme une étape dans la vie de l'état de santé, et on continue à évaluer jusqu'au jour de l'expertise, voire même au-delà. Donc D'accord, ça, donc c'est tout dans à tous fait les cas, possible. il y aura quand même, je suis désolé, je vous coupe, et donc on revoit des médecins experts comme à la première fois, où ils refont un état des lieux, entre guillemets, de la situation. Absolument. On Ok, va dire qu'il y a eu une photographie de l'état de santé qui a été faite au moment de la consolidation, par exemple en 2017, dans le cas de votre épouse, de Anaïs. Et si cette consolidation doit sauter, eh bien on fait une nouvelle analyse à une nouvelle date de consolidation qui pourra être en 2026, en 2027, peu importe. très bien, merci beaucoup. Mais ça implique effectivement, et là je reboucle avec ce qu'on a dit pour Eric juste avant, ça implique une nouvelle expertise qui Oui. aura lieu vraisemblablement avec les mêmes experts, puisqu'on a toujours les deux mêmes experts judiciaires qui sont nommés, qui connaissent bien la problématique et avec qui il y a un rythme de travail qui est satisfaisant. Et là, les rapports sont rendus rapidement. Enfin, sur ce volet-là, les choses avancent comme il faut. Très bien, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pendant que vous y réfléchissez, donc vous mentionniez les nouveaux traitements et notamment le traitement mis en place par le professeur Dauvilliers et Takeda. Alors oui, on le sait d'abord parce que nos clients nous le disent et nous en parlent, aussi parce qu'avec Camille, on était à Montpellier cet été. Je me rappelle que c'était cet été parce qu'il faisait une chaleur absolument exceptionnelle à ce moment-là, mais on a passé une journée ou 2 jours à Montpellier pour rencontrer les médecins, rencontrer la présidente de l'association le 4 juillet, me dit Anne Berton. Et donc on avait suivi ça et suivi les résultats, et je sais que c'est intéressant, pas simple pour les patients bien sûr, mais des traitements prometteurs. Et on peut d'ailleurs remercier et féliciter tous les médecins, le professeur Dauvilliers et tous les autres qui nous ont exposé tout cela et qui s'occupent de vous. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a bientôt, mais ça peut-être Madame Berton, vous voulez le dire, des journées à l'Hôtel Dieu, sauf que c'est pas à l'Hôtel Dieu. Ah, c'est passé? Ah, pardon, ah, bah, ma faute. Oh, j'ai raté. Tout à Mais fait. c'était C'est passé, en effet, hein, c'était au mois de janvier. Non, Oui, au vous mois de m'avez décembre, le 6 appelé décembre. aussi. ah ouais. Mais pareil, je pourrais remettre en lien si vous voulez. Les conférences ont été enregistrées et sont disponibles aussi sur la chaîne de YouTube de l'ANC. Oui, Il y avait une conférence notamment du professeur Dauvilliers sur l'actualité des nouveaux traitements et les perspectives à venir. oui, Eh ben, on va vous mettre tout ça et merci à l'ANC d'organiser ça et d'être là ce soir. On va vous remettre tous ces éléments sur les prochaines, sur les journées passées et peut-être sur les prochaines. C'est toujours si vous pouvez venir un moment intéressant et on essaye toujours que un ou deux membres du cabinet viennent aussi pour pouvoir se tenir un peu informés de tout ce qui se passe. Alors, il y a une question d'Arnaud sur l'efficacité d'un traitement a-t-il un impact sur le montant de l'indemnisation? Euh, Nécessairement, un traitement qui fonctionne amoindrit les effets de la maladie. On peut se réjouir de l'efficacité des traitements et en tout cas, il est exclu de ne pas prendre ces traitements pour se présenter à l'expertise sous un regard terrible. C'est nous, les avocats, qui pouvons expliquer l'effet du traitement, les conséquences du traitement, son retentissement, et les médecins qui vous voient ont l'habitude de ces traitements et savent faire la part des choses entre votre maladie et l'efficacité des traitements. Une expertise, comme je le disais en introduction, ça se prépare, ça se travaille et c'est important que les victimes soient accompagnées
préparés pour pouvoir expliquer aux médecins experts tout, tout ce qui leur arrive. Il y a quand même une très grande résilience des victimes, des patients, qui au jour le jour combattent la maladie, essayent d'en adoucir les symptômes, ont des stratagèmes et qui finissent même par oublier la gravité de ce qui leur arrive. Je vous ai cité l'exemple de cette jeune femme qui ne voyait pas du tout qu'elle était en situation d'aggravation alors qu'elle avait eu deux enfants en étant très malade et avait été obligée d'arrêter de travailler quasiment. Et pour elle, c'était tout à fait normal. Eh bien non, ce n'est pas normal. Et notre rôle à nous, c'est de vous aider à présenter en expertise tout ce qui vous arrive pour que les experts puissent sentir la gravité des choses. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, parce que nous, on est arrivé à la fin de notre présentation, on pourrait envisager, après un mot éventuellement de l'ANC, si vous le souhaitez, de mettre un terme à cette discussion de ce soir. Peut-être d'abord un grand remerciement hein, pour votre disponibilité et puis l'actualité tenue régulièrement hein, chaque année des dossiers qui sont suivis et traités pour pouvoir informer au mieux hein, les personnes concernées et leurs proches dans ce long combat. On sait que ça prend un certain temps, mais en même temps, ça porte ses fruits. Je trouve très intéressant la perspective aussi de prendre en compte la question de l'arrivée d'un nouveau traitement. Voilà, parce que qui dit arriver à l'étape d'essai clinique, hein, on attend toujours la suite des affaires, dit quand même que on a encore à attendre quelques années pour voir si ce médicament, en effet, obtiendra les autorisations promises. Et puis on entend aussi par le témoignage notamment de l'un d'entre vous, qu'il y a quand même aussi, à la fois le traitement donne une certaine efficacité, mais laisse aussi quelques comorbidités, notamment la gestion du poids, qui est une vraie question. Hein. Bien Le sûr. professeur de aime à dire, oui, ok, on arrive à améliorer l'éveil, au moins sur toute la journée, et c'est formidable. Oui, et pas que le poids, vous avez raison, hein, il y a la question des symptômes qui reviennent le soir ou le matin et la nuit, mais la question du coup de dire, aujourd'hui, il faut absolument qu'on prenne en compte cette dimension-là de la gestion du poids, qui est un vrai handicap au quotidien aussi pas que psychologique, physique et à risque aussi pour la santé, malheureusement. Mais en effet, il y a des belles avancées qui ne peuvent que nous encourager aussi à se réjouir de cela, avec les limites que ça comporte. Et ce stade d'essai clinique, qui ne veut pas dire que tout va aller pour les 50 ans à venir. Mais voilà, il y a quelque chose de prometteur de ce côté-là. Et il y a quelque chose à dire du côté de l'ONIAM aussi vis-à-vis de ces traitements qui, pour l'instant, on n'imagine même pas quel va être le prix de ce traitement. Ça, c'est évident. Eh bien, merci à tous, merci à l'ANC et on recontinuera quand il y aura besoin, peut-être en septembre, en octobre, enfin on refera un point comme on l'a fait là, on organisera ça. Et pour ceux qui ont besoin de nous joindre, écrivez-nous un petit mail et on se prend rendez-vous pour se reparler des dossiers individuels. Je Parfait. remettrai de Merci, toute façon, hein, je vais traiter la vidéo, il y aura en bandeau vos coordonnées. Et puis génial. aussi, préciser que pour l'AMC, on reste aussi à votre disposition pour répondre à toutes ces questions et éventuellement vous mettre en lien. Et puis de vous dire que l'ANC fête ses 40 ans cette année et que c'est quelque chose qui est quand même aussi très heureux parce qu'en 40 ans, que d'avancées et que de travail accompli et d'évolution aussi dans l'accompagnement et le soutien des patients et de leurs proches face à la maladie. Félicitations. Oui. 40 ans, ça pose. C'est quand même, Ouais, ça commence. ça commence à poser. Alors bonsoir à tous Merci et à beaucoup. bientôt.